Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Regard croisé sur la Web TV d'Universia Police, Universia Watch. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de ChatGPT et son intégration dans l'enseignement supérieur avec un expert qui sera mon invité dans cette émission. Restez avec nous. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner pas mal de secteurs et l'éducation n'échappe pas à cette règle. Nous avons le plaisir, pour discuter de cette thématique d'actualité, de recevoir dans le plateau d'Universia Police un expert du domaine, Marc Bidan, professeur des universités à Polytech Nantes et directeur du labo LEMNA. Marc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Avec plaisir. On va commencer par une première question. Il y a longtemps, on parlait de robots conversationnels. Aujourd'hui, on parle d'IA générative. Est-ce juste un rebranding de mots ou il s'agirait réellement d'une transformation profonde? Alors, merci de cette invitation et merci de cette première question. C'est un peu un rebranding, c'est un peu marketing. Le robot conversationnel se trouve être beaucoup plus riche dans ses usages qu'une simple aide à la conversation. Et donc, bon, on va parler d'intelligence artificielle qui génère du contenu, générative. Mais globalement, il n'y a pas de transformation de fond, ça reste un outil. Il y a quand même une transformation de forme, puisque la conversation est largement dépassée par un accompagnement à la décision. Et on a l'impression que depuis l'arrivée de ChatGPT, d'assister à de grandes transformations du monde du numérique et des impacts éventuellement très forts sur les GAFAM. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces... Alors, vous avez raison de poser la question au niveau macroéconomique, presque au niveau mondial, puisque là on parle d'un marché mondial, celui des GAFAM. Oui, l'arrivée de ChatGPT, la version 3 en novembre dernier, en novembre 2002, a fortement perturbé l'équilibre, les gentleman agreements qui existaient depuis pas mal de temps entre Facebook, Meta, Google, Alphabet et Microsoft, qui est derrière OpenAI. Ça a forcément perturbé les positions, les parts de marché, tout simplement parce que la réussite commerciale, technologique, médiatique de ChatGPT est quand même spectaculaire. Ça a été 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Donc les autres n'ont pas pu rester passifs. Il a fallu réagir vite. Ça a été le cas de Google avec Bard. Ça a été aussi le cas de Facebook, malheureusement, avec quasiment l'abandon de Metaverse, pour se repositionner sur des logiques mondiales, de marché mondial. N'oubliez pas que ChatGPT, c'est OpenAI. OpenAI, c'est Microsoft. Donc un jour, on va vers un Microsoft qui va sortir un couplage entre ChatGPT d'un côté et son moteur de recherche Bing. Donc évidemment, Google a peur et évidemment, Google doit contre-attaquer. Et les acteurs de l'enseignement universitaire se posent aussi des questions. Il y en a qui voient en ChatGPT, en intelligence artificielle de manière générale, une menace pour le métier ou peut-être aussi pour la qualité de l'enseignement, et d'autres qui voient éventuellement un outil porteur de potentiel. Comment vous vous positionnez? Alors, moi je me positionne à titre personnel et en tant qu'utilisateur par exemple, et à titre professionnel, puisque j'ai intégré Chat dans mes cours, à la fois en termes d'enseignement et en termes de recherche. Moi je suis plutôt enthousiaste. Voilà, je sais que l'arrivée de ce type d'outils, peu importe comment on les appelle, va bouleverser profondément notre rapport à notre métier, enseignement, recherche. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, toute une partie de ce qu'on faisait de façon verticale, de façon je sais, sachant, et vous écoutez, et vous prenez des notes, ça s'est terminé, puisque effectivement la machine, le système qu'il y a derrière, permet de se débarrasser de toute la production de contenu routinier. Oui. Voilà. Donc nous, ça va nous obliger à passer à autre chose que des pages et des pages de contenu plus ou moins intelligent. Ça c'est fini. Maintenant, ça va nous obliger à nous repositionner par rapport à la machine, par rapport à l'étudiant, en essayant de trouver un gentleman agreement entre ces trois acteurs. Ouais. Les trois, ouais. Pas les deux. On est trois maintenant. Et donc, comment intégrer Chat dans nos pratiques?
C'est toute la question. Mais je suis enthousiaste puisque de toute façon, il n'est pas question de passer à côté. En tout cas, on assiste depuis la crise de Covid à une montée en puissance du digital dans le monde de l'enseignement. On digitalise de plus en plus les contenus, ce qui réconforte un peu tous les enseignants, tous les acteurs qui étaient partisans de l'enseignement personnalisé, hein, qui sortent un peu de l'approche verticale vers quelque chose d'un peu plus personnalisé de l'apprenant. Est-ce que vous pensez que ChatGPT pourra contribuer à une meilleure personnalisation de l'enseignement? Alors, ça c'est une question compliquée parce que ça dépend de l'enseignant, ça dépend de l'enseigné, ça dépend du niveau de pratique de l'outil. Bon, pour rappel, c'est un robot conversationnel, c'est une IA générative. Qu'est-ce que c'est? C'est un producteur de contenu. Voilà, il va vous produire des mots, du code, en essayant d'être le plus vraisemblable possible. J'ai pas dit vrai, vraisemblable, puisqu'en fait la logique est celle d'une production de mots ou de code probable. Ouais. Donc pas de connaissance. Pas de connaissance, on est très loin de la connaissance. On est dans ce qu'on appelle un contenu, au sens strict. Le robot ne sait pas ce qu'il dit, ne comprend pas ce qu'il dit, n'a pas de recul sur ce qu'il dit. Si vous lui demandez quelle est la capitale de l'Espagne, il peut très bien dire Barcelone. Il faudra lui dire, écoutez, non, je ne crois pas, etc., etc. Donc, le robot est un robot, c'est une machine. Si l'humain, que ce soit l'enseigné ou l'enseignant, n'a pas le recul suffisant pour se dire, attention, l'information qu'il me propose n'est qu'une information probable, et c'est à moi de vérifier si elle est certaine, ou plus exactement, plus modestement, si elle est acceptable. Donc il faut que je garde, moi, un recul, un doute constructif. Et c'est là que le trio enseignant-enseigné chat au sens large, hein, bien sûr que Bard de Google va sortir, bien sûr. Et donc là, on aura... Mais a priori, la logique, c'est comment faire avec ce contenu qu'on me propose, comment me l'approprier, comment le vérifier, comment le sourcer, comment le référencer. Et là, il y a tout un travail qui est un travail d'intelligence humaine. Oui. Vous avez parlé de recul et je pense que ce mot est très important. Aujourd'hui, on a été pris de court. L'arrivée était trop rapide, le succès était trop rapide et que tout le monde s'est jeté sur l'outil sans prendre justement le recul dont vous avez parlé, que ce soit du côté étudiant, du côté enseignant et encore un peu plus loin du côté gouvernance universitaire. Et donc, aujourd'hui, pour que les gens prennent ce recul, ils doivent avoir accès à l'information sur les avantages et les limites de l'usage de ce type de technologie. Et comment vous pouvez résumer un petit peu, en quelques mots, les avantages et les limites? Bien, en quelques mots. Bon, les avantages, on en a parlé. C'est un robot, donc c'est un système algorithmique. Hein, vous avez des données, les données, il va les chercher sur Internet, et c'est un stock fini de données qui s'arrête en 2021. Il va chercher donc des données, il va les traiter avec des algorithmes, et il va vous sortir une réponse. Je répète, une réponse qui ne comprend pas et qui sont juste une juxtaposition de mots qui sont le plus probables par rapport à la question que vous avez posée. D'accord? Donc l'avantage, il est dans le caractère massif, le caractère spectaculaire, rapide de la production de contenu. Si vous lui demandez quels sont les atouts de l'Espagne pour le tourisme, il va vous faire une page assez propre. Et si vous lui dites, écoutez, monsieur le robot, je voudrais 3 points forts, 3 points clés, il va vous les trouver. Par contre, il ne va pas vous les sourcer, il va pas vous dire qui a écrit ça, et voilà. D'accord? Mais l'avantage, il est dans le caractère rapide, massif et parfait en termes formels, pas de faute, pas d'erreur de syntaxe et tout. Voilà, vous avez un contenu qui est propre. Maintenant, les inconvénients, c'est qu'on ne sait pas si ce contenu est vrai. On n'a pas les sources. On n'a pas le recul de la machine, parce que la machine n'en a pas. Il n'y a pas, en termes d'éthique, on est face à quelque chose qui est compliqué quand même. Puisque le texte que va vous proposer Chat est un texte original. Et comme il est original, il n'est pas plagié. Puisque c'est une juxtaposition de mots qu'il a été cherché sur Internet. Donc, la première des limites est celle de l'éthique et celle de la redevabilité de l'outil par rapport à l'information qu'il vous donne. Mais ça, c'est déjà un certain recul pour avoir ce niveau de pensée. L'autre limite, et ça j'insiste,
L'autre limite, c'est qu'on parle de 4,5 milliards d'internautes, mais ChatGPT ne s'adresse pas à 5 milliards d'humains, il s'adresse à ceux qui vont pouvoir payer. Et ceux qui ont de l'électricité, ceux qui ont une connexion Internet stable, correcte, efficace. Donc il y a un petit 2 milliards d'humains en Afrique subsaharienne notamment, en Inde, en Amérique latine, qui ne vont pas être éligibles à cette machine. Tout simplement parce que derrière, il y a aussi une entreprise qui ne va pas rentabiliser son investissement dans ces pays. Et donc, elle n'aura pas intérêt à dépenser beaucoup d'argent, notamment beaucoup d'énergie, d'électricité, pour produire ces réponses et ces requêtes. Je rebondis sur l'éthique que vous avez évoquée tout à l'heure. Là, tout de suite, les enseignants se posent des questions sur le plagiat. On est affronté à changer pratiquement tous ceux qui demandaient des rapports, par exemple. Ben, ils vont tout de suite se dire les rapports seront produits par ChatGPT. Que devons-nous faire? Donc, il y aura une migration en matière de pratique. Alors, premièrement, ne pas l'interdire. Ouais. Ne pas l'interdire. Des établissements qui essayent de rentrer dans cette logique de l'interdiction, ils vont se planter. C'est pas possible. Ils ne pourront pas vérifier que. Deuxièmement, ok, on l'interdit pas. Donc on le contrôle, on l'encadre. Alors, vous avez parlé de plagiat. Je ne suis pas juriste, mais je ne suis pas sûr qu'on parle de plagiat, puisque le texte est original. Là, je prends pas votre papier à moi ou à vous que je m'attribue moi. Vous êtes un humain, je suis un humain, on est des enseignants-chercheurs. Là, je serais un plagieur. Il y aurait quelqu'un qui a des droits, fous, que je bafoue. Là, je prends un texte original à un robot, c'est pas un humain, c'est pas un texte que quelqu'un d'autre humain a écrit, donc on n'est pas dans le plagiat au sens juridique du terme. On est plutôt dans l'algiarisme. Il y a quelque chose qui est la fraude, c'est surtout la fraude à la non-transparence de la source. Mais si les étudiants rentrent dans cette spirale d'utilisation massive de ChatGPT, est-ce qu'on n'a pas une menace sur leur degré de créativité, d'imagination, d'inventivité, en tout cas pour nos ingénieurs? Alors, c'est un des cœurs du problème. Si on les accompagne pas, si nous, enseignants, chercheurs, on se forme pas à l'outil, mais à l'outil pas au sens technologique du terme, au sens éthique, au sens médiatique et au sens de qu'est-ce que je peux faire avec ça. Bon, si nous on se forme pas au préalable, eh bien effectivement, l'outil va rester de façon basique un producteur de contenu. Et là, vous avez raison, il y a un risque de voir des rapports, des thèses, des mémoires qui soient tous très conventionnels. Je ne vais pas dire plagier parce que c'est pas le cas, mais dans ce cas-là, l'étudiant fait une erreur terrible, celle de ne pas rentrer dans le fond du sujet. Mais il va la faire. Entre 10 heures de travail et 10 minutes, la rationalité humaine fait que l'étudiant, il va aller faire ces 10 heures de travail, ces 10 minutes. Et l'enseignant, c'est pareil. Je prépare un cours sur l'introduction au système d'information, propose-moi un plan de cours, propose-moi 5 grands auteurs et propose-moi 5 grandes théories. Voilà. Je les ai. Maintenant, moi, mon problème, en tant que Marc Bidan, c'est d'originaliser. Et c'est là que je dois être inventif, autant qu'eux. Comment faire passer un message basique, que ChatGPT va me proposer de façon basique, j'allais même dire bête. Comment moi, je peux m'approprier ça pour le rendre humain, justement, original, vous avez dit inventif, créatif, ça c'est mon problème. Et c'est ça, c'est ma capacité d'ancrer sur un terrain, d'aller chercher des exemples, de me projeter sur l'avenir. Quand vous posez la question à ChatGPT, qu'est-ce qui va se passer en 2023? Je ne sais pas. Je suis un robot et mon stock de données s'arrête en 2021. Je ne sais pas et je n'ai pas à savoir. En revanche, je peux vous dire que ça et ça s'est passé en 2020 et que ça peut se reproduire, etc. Donc moi, mon boulot en tant qu'enseignant, c'est de m'approprier le contenu que va me proposer la machine et d'en discuter avec les étudiants. Comment on peut l'améliorer? Comment on peut le tester? Comment on peut douter? Quels sont là-dedans les passages qui vous semblent faibles en termes syntaxiques, en termes de vocabulaire, que vous pouvez améliorer? Moi, c'est ce que je leur demande. Vous prenez l'introduction, vous la réécrivez. Vous prenez la conclusion, vous la réécrivez. Vous cherchez des références, vous cherchez des auteurs. Vous prenez les deux parties, et puis vous leur donnez des titres.
plus originaux. Et puis vous les réécrivez à l'intérieur avec de la ponctuation, avec de l'exclamation, avec des questions. Ils ne posent pas de questions. Oui. Une dernière question pour synthétiser un peu et capitaliser sur ces réflexions. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur un début de construction de vision dans certaines universités par rapport à cette thématique? Est-ce qu'il y a un benchmark à faire du côté des États-Unis, de l'Amérique du Nord de manière générale ou d'Europe pour que nos universités commencent à structurer, à formaliser une vision par rapport à tout ça? Alors, c'est très tôt. On parle de 6 mois. On parle même pas d'une année. Donc la version 4 là qui sort et qui va être payante après la version 3 qui était gratuite et qui a capitalisé avec nos milliards de questions, nos prompts. Le robot s'est enrichi non pas de données sur Internet, mais de nos questions à nous humains. Non, Barcelone n'est pas la capitale de l'Espagne. Je te demande de retravailler et de me proposer la vraie capitale. Donc, grâce à ces questions où je ne suis pas satisfait, ou est-ce que tu peux me donner des exemples, grâce à toutes nos questions, nos milliards de questions pendant 6 mois, la version 4 est plus fine. Elle s'est humanisée, on va dire. Mais ça reste quand même un robot qui répond à une question. Et là, nous, on a une responsabilité. C'est quelle est la question? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? Et nous, avec nos étudiants, on doit travailler sur l'ingénierie du prompt. Comment repenser la question qu'on allait faire bête et méchante, petit a, petit b, petit c. On travaille ensemble. Quelle est la vraie question? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une thèse? C'est une question. On pose une question, on propose une méthode et on a des résultats. Et on va les discuter. Et ben voilà. Quelle est la question qu'on pose à la machine? Est-ce qu'on est satisfait de la réponse? Probablement pas. Comment on peut l'améliorer? Et donc la machine est l'interface entre l'enseignant et l'enseigné et permet de proposer non plus un contenu, mais une connaissance. Nos ingénieurs vont travailler sur du code, nos managers vont travailler sur des rapports, des matrices, des solutions techniques. Des solutions. Mais Chat n'a pas donné la solution. Il va dire, je vous conseille les 3 points suivants, puis les 3 points suivants, et il convient de, vous allez voir, c'est très basique. Donc, votre question c'est, est-ce qu'on a déjà structuré? Non. Est-ce que c'est en train de le faire? Oui. Rendez-vous dans 6 mois. Et il y a énormément, si vous allez sur LinkedIn, par exemple, on parle beaucoup de... LinkedIn, c'est Microsoft. Hein. Donc, si vous allez sur LinkedIn, voir les contenus de nos collègues, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je fais en cours? Qu'est-ce que je fais en séminaire doctoral? Comment j'utilise cette machine? Au contraire, ne pas dire c'est le diable, j'en veux pas. Hein, c'est comme les calculatrices électroniques dans nos cours de maths. Eh oui, il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas utiliser les calculatrices. Il ne faut pas interdire cette IA générative qui, de toute façon, va se déployer. Il faut l'accompagner, la comprendre. Il faut même former, d'après moi, les enseignants, les étudiants, au tout début sur la machine. Qu'est-ce que c'est? Et après, sur son utilisation, tout à fait, sur son appropriation. Mais bon, voilà, c'est un vélo, hein. Un vélo, vous donnez un vélo à un bébé, il sait pas en faire. Merci beaucoup, Marc Bidan, pour cette entrevue très enrichissante. Retrouvez l'intégralité de la conférence qui a été animée par Marc Bidan à l'occasion du colloque Projectique qui a eu lieu à Agadir le 5 et 6 avril 2023 sur la Web TV d'Universiapolis, University of Watch.